encore quelques mots sur le Sénégal où l'opposition rejette l'offre de dialogue du président Macky Sall. Nous accueillons sur le plateau Marc Caboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères en studio et puis bonsoir aux téléspectateurs de Neo TV. Alors Germain Pouli, on évoquait le cas de Macky Sall, donc qui voit cette main tendue rejetée, si ce n'était pas un coup quand même un peu dur pour lui à l'entame de son second mandat. Oui, je disais que en fait Macky Sall n'a pas besoin de l'opposition pour diriger, il a gagné proprement, il a une bonne majorité des Sénégalais, oui proprement. Macky Sall a gagné proprement, je peux le dire, même si légalement, de façon judiciaire, il a éliminé certains à qui il est fait quand même, on joue contre eux, il faut le dire, mais on est en politique, on ne peut pas dire qu'ils ont été punis, ils ont été sanctionnés par la justice de manière inique. Les faits sont là, beaucoup n'ont pas pu se défendre, ont cru devoir dire que c'était une pratique ancienne, donc avant leur arrivée, mais les faits sont là. Donc Macky Sall, encore une fois, a gagné parce qu'il a une coalition assez solide, donc il a pu se bâtir, qu'il a su maintenir et entretenir donc jusqu'à cette élection. Et puis il a un bilan élogieux, il faut le dire. Maintenant, il a 58% des voix. Il y a plus de 40% de Sénégalais qui n'ont pas voté pour lui. Il y a plus de 40% de Sénégalais qui ne sont peut-être pas d'accord de la manière dont les affaires de Khalifa Sall et de Karim Wade ont été gérées. Peut-être un dialogue national pourrait permettre à Macky Sall, qui envisageait déjà de pouvoir apporter des mesures de clémence, notamment en faveur de Karim Wade. Donc ça pourrait permettre de le faire. Et si on voit un peu le silence de Wade's père qui est arrivé pour empêcher les élections, qui a appelé finalement au boycott, et il aurait dû déjà réagir pour dire non et qu'il n'a pas besoin de ce dialogue. Donc c'est un dialogue qui est important à mon point de vue parce qu'il y a une bonne frange des Sénégalais, 40%, c'est pas petit, même s'il a la majorité. Sans compter ceux qui n'ont pas participé. Voilà, et donc il se doit aussi d'écouter cette minorité-là qui est quand même signifiante. Et donc, pour moi, ce dialogue, s'il est bien orienté, si les sujets qui doivent être débattus intéressent une bonne majorité des Sénégalais au-delà des enjeux électoraux, ça pourrait être une bonne chose et ça va permettre au Sénégal d'avancer avec beaucoup plus d'harmonie. Alors Marc, se voir refuser quand même une main tendue pour quelqu'un qui va prendre fonction le 2 avril prochain, ça veut dire qu'il aura beaucoup de difficultés dans son second mandat avec son opposition. Non, moi je ne vois pas de difficultés au niveau de ce second mandat de Macky Sall. Je vois beaucoup plus des difficultés que l'opposition aura à lui reprendre la main une fois les 5 ans passés. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui même qu'est-ce qu'on appelle opposition sénégalaise. Vous savez, nous avons une opposition multiforme. Nous avons déjà l'opposition dans la coalition de Macky Sall, parce que Macky Sall, il ne faut pas oublier, a composé avec un certain nombre de ténors importants de l'opposition, notamment des gens comme Moustapha Niasse. Mais il y a également l'opposition qui a participé aux élections. Et il faut le dire, c'est vrai que la non-participation des ténors comme le PDS et le PS a permis à un certain nombre de petits partis d'émerger, mais ces partis ne représentaient pas grand-chose sur l'échiquier sénégalais avant ces dernières élections. Et puis, il y a, et moi je ne les ai pas encore entendus rejeter cette offre rejeter cette offre de dialogue. C'est le parti d'Abdoulaye Wade et puis le parti le nouveau parti de Khalifa Sall, qui sont en réalité ceux envers qui ceux auxquels cette main tendue est véritablement profitable. Il ne faut pas oublier que, comme le soulignait tout à l'heure Germain, Macky Sall n'a pas besoin de cette main tendue pour gouverner. Macky Sall a tous les leviers, d'autant plus que ce n'est pas maintenant qu'il arrive au pouvoir. Il avait déjà le pouvoir, il ne fait que le conserver. Donc il n'aura pas véritablement besoin de cette opposition. Mais il ne faut pas oublier que 7 ans passés, il a fait beaucoup de choses. Il a au moins inscrit son nom comme un bâtisseur dans l'histoire du Sénégal. Mais il faudra qu'il puisse marquer l'histoire en laissant un beau nom dans les annales. Et il a quand même sur son parcours, quoi qu'on dise de ses affaires politico-judiciaires,
il a offensé d'une certaine manière beaucoup de politiques. Et je pense que ce dialogue-là qu'il lance est une manière de tendre la main, de conduire sereinement les 5 prochaines années avant de passer la main, parce qu'on le sait tous, il sera obligé à la fin des 5 ans de passer la main à quelqu'un. Rodrigue Aego, maintenant que l'opposition dit, en tout cas l'opposition qui a participé au scrutin dit nous ne voulons pas de ce dialogue, nous allons jouer notre rôle d'opposant, mais c'est quoi jouer son rôle d'opposant? C'est-à-dire ne jamais parler avec ceux qui est au pouvoir? Non, mais je ne pense pas que c'est le cas. Vous savez, les gens, si vous lisez bien, dans le fond, vous comprenez que les gens sont en train de tourner donc les pages liées au scrutin présidentiel qui a été sanctionné par l'élection de la réélection de Macky Sall. Et donc, jouer son rôle d'opposition, c'est peut-être préparer les échéances à venir. Mais ici, avant tout, il faut préciser que la coalition autour de Macky Sall, les gens qui prennent part à cette coalition, au fait, ne sont plus normalement de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'on s'oppose à la gouvernance. Et quand on compose dans la gouvernance, on n'est plus là. Donc aujourd'hui, si Macky Sall appelle ceux-là qui peut-être étaient insignifiants avant le scrutin et sont sortis avec un score qui permet quand même de les considérer sur l'échiquier politique dans le pays, je pense que leur refus, ça va forcément un peu agir sur les ambitions, la vision dégagée à travers cette invitation-là. Aujourd'hui, comme les uns et les autres le disent, oui, peut-être que Macky Sall n'a pas besoin de l'opposition pour gouverner, mais non, il en a besoin. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez les préoccupations de ces partis politiques-là, refuser de les prendre en compte, c'est alimenter donc les petites discussions au sein des populations et aussi fragiliser peut-être le dauphin qui serait en train d'être préparé au sein de cette coalition de Macky Sall pour le remplacer à l'issue de ces 5 années qu'il va entamer après prestation de serment. Donc, je pense que fondamentalement, aujourd'hui, ce refus, oui, il doit pouvoir prendre ça en compte et chercher par quel autre moyen parler avec les gens pour les amener à comprendre. Comme je le disais, il n'a pas besoin non plus de l'opposition pour libérer Karim Wade et Khalifa Sall aujourd'hui. Je ne comprends pas. C'est un peu comme finalement les gens posent des actes et s'attendent qu'on vienne dire pardon. S'il veut libérer, il n'a qu'à libérer. Mais ce qu'il faut fondamentalement aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous fasse comprendre que c'est lorsque le pouvoir en place et l'opposition se rencontrent ou se retrouvent que des décisions se prennent pour diriger le pays. Si on dirige proprement, je ne vois pas pourquoi on parlera tout le temps de... Non. Quand vous voyez les autres pays, peut-être on vous dira que la France, qu'un journaliste ou 2 journalistes français ont été égorgés au Mali, que la classe politique se retrouve rapidement. On vous dira qu'il y a eu attentat dans tel pays, que les partis politiques, parce que là, c'est l'intérêt du pays qui est en jeu. Mais lorsqu'on instrumentalise, on prend les instruments, on manipule les instruments du pays pour régler des comptes politiques et qu'après, on appelle les gens, venez maintenant, on va, tout simplement parce qu'on voulait garantir un autre mandat, c'est là où moi, ça me pose un véritable problème. Sinon, le dialogue en soi, c'est une bonne chose, parce qu'il faut toujours... Tout à l'heure, nous parlions de l'éducation, quand on parlait de Bernard Dadier. Mais si les acteurs se retrouvent et disent, attention, aujourd'hui, même à l'université, vous prenez, je vous assure, allez jusqu'au niveau des lettres modernes, prenez une copie d'un étudiant et vous allez comprendre que maintenant, si les acteurs se retrouvent autour, si les acteurs se retrouvent autour pour penser à la chose, je pense que c'est formidable. Mais se retrouver éternellement pour des décisions qui peuvent être prises et appliquées pour le bonheur de l'État, et qu'on dise que c'est suspendu à tel et tel, moi je pense qu'il y a problème là-dessus. On va changer de sujet, parler rapidement de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro demande pardon pour les effets néfastes de la guerre civile. Depuis sa démission de la tête de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro reçoit pratiquement tous les jours à son domicile de Marcory des groupes de personnes qui viennent lui apporter leur soutien. Il a reçu une délégation des chefs de la région de l'Ouest devant ces ouais, c'est comme ça qu'on les appelle. L'ancien président de l'Assemblée nationale est revenu sur les effets néfastes de la guerre. Il dit, je cite,
Le peuple du Guémon a beaucoup souffert pendant la guerre. Des villages entiers ont été détruits. Votre région était au carrefour d'intérêts croisés. Il y a eu beaucoup de drames et de malheurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens tout particulièrement demander pardon au peuple du Guémon. Marc Aboflan, on voit vraisemblablement que Guillaume Soro est en train de vouloir changer de peau, là. Oui, bien évidemment. C'est une danse macabre sur les 3000 morts de la Côte d'Ivoire. Vous savez, Guillaume Soro est très très mal placé pour donner des leçons sur les bienfaits ou les méfaits de la guerre, parce qu'il ne faut pas, parce qu'il a été brimé d'une certaine manière par Alassane Ouattara, qui l'a privé, on peut tout dire, de son poste à l'Assemblée nationale. Ça ne lui permet pas, à mon avis, de se présenter comme blanc-seing. Mais comme on le dit, c'est en politique, tout peut advenir, et je pense que les Ivoiriens l'ont compris, et nous savons tous aujourd'hui que Soro se positionne pour chercher ce fameux fauteuil-là dont il parle. Et donc, vous savez, le Guémon, vous ne pouvez pas être élu en Côte d'Ivoire sans passer par cet État central qui n'a pas véritablement de leader autoproclamé comme le Grand Nord, qui a Ouattara, comme Abidjan, qui a Gbagbo. Mais c'est quand même central, comme la région des Plateaux, par exemple, chez nous, c'est central dans les élections en Côte d'Ivoire. Et je pense que Soro est tout simplement en train de courtiser les électeurs de cette zone-là. Mais ça ne devrait pas faire oublier le rôle macabre qu'il a joué pendant la crise en Côte d'Ivoire. En tout cas, il dit, je ne suis pas homme à fuir ses responsabilités. Il y a eu beaucoup de choses regrettables. Tout le monde est responsable. Mais vous savez, aujourd'hui, Guillaume Soro est beaucoup plus dans la logique du futur président de la Côte d'Ivoire, et il est en train de faire un travail de fourmi autour. La dernière fois dans ce studio, je vous avais dit que j'y étais pour voir à peu près ce à quoi ressemblaient les sorties de Guillaume Soro, tout et tout. Et il avait laissé une phrase qui continue de faire un peu d'émule, c'est qu'il ira chercher le fauteuil pour s'asseoir confortable, pour une assise confortable. Et donc, vous comprenez qu'en allant vers cette couche-là importante de la communauté, il comprend qu'il est peut-être temps de réparer les torts. Mais est-ce qu'il est sincère? C'est la grande question. Si aujourd'hui, comme Marc vient de le dire, il n'a pas été baisé par Ouattara, est-ce qu'il aura le courage d'aller vers ceux-là pour leur dire: écoutez, hier j'ai tué vos fils, j'ai tué vos maris, j'ai tué vos femmes, j'ai fait ci et ça? Parce que ça aussi, ce sont des faits têtus qui représentent une grande partie de l'histoire de la crise. Mais c'est quelqu'un qu'on a vu déjà quand même quand il était au Perchois, qui commençait déjà à un moment donné par adopter une attitude de j'irai voir Gbagbo, j'irai voir Blé Goudé, je leur demanderai pardon s'il le faut. Donc, il se préparait même déjà en étant au Perchois. Oui, c'est ce que je dis. Il est beaucoup plus dans cette logique-là. S'il n'était pas dans cette logique, n'oubliez pas qu'il est en train de parler des vivants à qui il veut aller demander pardon. Est-ce qu'il peut aujourd'hui aller demander pardon à la famille de Ibé? Vous avez suivi cette scène après l'assassinat de Ibé? Une partie, c'est une famille qui a failli être complètement exterminée. Et il y a certains qui ont été tués et d'autres qui ont dû fuir. Alors, quand vous commettez ce genre d'actes, en allant vers ces populations pour le dire, je pense plutôt qu'il est en train d'avertir quelqu'un comme Ouattara, qui est co-auteur de cette situation-là, comme quoi, parce qu'il le dit clairement, ils sont tous responsables. Voilà. Et donc, il s'adresse forcément à quelqu'un qui doit savoir, puisque je l'avais dit la dernière fois, la traque de ses proches, lui-même convoqué pour être entendu dans des affaires de possession de biens qui patati patata, ainsi de suite. Mais l'homme a compris qu'aujourd'hui, il faut avoir une forte population derrière pour empêcher Ouattara, pour qui aujourd'hui, Soro, ça on ne peut pas le dire le contraire, représente un danger, un obstacle. Et ça veut dire que Soro a compris que la route qui mène à la présidence nécessite forcément qu'il fasse peau neuve, lui le rebelle, le seigneur de guerre. Oui, Soro est un homme difficilement... On peut cerner, mais on peut lui reconnaître le courage qu'il a. Le courage qu'il a de travailler avec Gbagbo. Et après,
de quitter Gbagbo, de travailler avec Ouattara, le courage qu'il a de quitter Ouattara, enfin c'est presque fait, et de dire qu'il ne regrette pas ce qu'il a eu à faire et qu'il assume toutes les décisions, tous les choix qu'il a eu donc à prendre. Et c'est déjà un courage à saluer. Et vous le disiez, il a parlé aussi d'aller voir Bédier. Oui. Il est allé... Non. Ils sont alliés aujourd'hui alliés dans une plateforme. Oui, donc je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation et il surfe déjà sur Mais cet peut-être aspect. pour emprunter le mot de Marc, est-ce que c'est pas un peu macabre que ceux qui ont massacré viennent jouer aux réconciliateurs? Oui, malheureusement, ce sont les populations qui sont naïves. En réalité, les politiques ne dirigent que sur les cadavres. Qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, rien qu'avoir une manifestation de l'opposition, les organisateurs ne cherchent qu'à compter le nombre de morts et à les brandir à l'opinion internationale. Et pareil, pour arriver au pouvoir, les gens sont prêts à écraser. Ouais. On va marquer la parlait pause. du Sénégal et tout ça. On va marquer la pause, on est déjà arrivé les à autres en la prison. demi-heure, on revient tout de suite après.